bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. À la une de l'actualité de ce 18 juillet, le contenu de plus de 200 conteneurs de produits pharmaceutiques non autorisés saisis au port autonome de Conakry a été incinéré. Les acteurs de la santé s'en réjouissent et en appellent au respect de la loi pharmaceutique en Guinée. Et puis nous irons à Kigali au Rwanda où se tient le congrès africain sur les aires protégées. 2000 participants sont appelés à réfléchir sur une protection et une gestion durable des aires protégées d'Afrique. Enfin, le Kania Soli, l'une des danses traditionnelles les plus populaires de la Guinée, était aux oubliettes. Cette danse rythmée entre camarades d'âge musclés est sur le point d'être ressuscitée par les fils ressortissants de Kania. Les Échos, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, plus de 200 conteneurs de produits pharmaceutiques non autorisés ont été bloqués au port autonome de Conakry. Des produits qui ont ensuite été incinérés par le ministère de la Santé, le Haut Commandement de la Gendarmerie, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, le syndicat des pharmaciens privés s'en réjouissent. Ils plaident pour le respect de la loi pharmaceutique pour réussir la lutte contre les faux médicaments en Guinée. Adiatou Bari. L'assainissement du secteur pharmaceutique repose en grande partie sur la lutte contre les faux médicaments. L'élan est pris par le gouvernement de la transition. Cependant, la question principale consiste à savoir qu'est-ce qu'un faux médicament. Pour définir le faux médicament, on peut aller sur deux angles. Par jurisprudence, on peut dire tout médicament qui sort du circuit légal est défini comme étant un faux médicament. De façon stricte ou scientifique, tout médicament qui ne correspond pas aux normes définies par les laboratoires devient un faux médicament. Donc, cela suppose qu'il faut passer par une analyse scientifique de ce médicament au niveau du laboratoire pour voir s'il correspond aux normes définies, notamment la quantité de principes actifs et les excipients définis. Bien que condamnée par la loi pharmaceutique révisée en 2018, la vente illégale des médicaments continue de plus belle. Un phénomène qui indigne l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Il plaide pour l'application des textes de loi en vigueur. La loi pharmaceutique est très claire. Tous ceux qui n'ont pas l'autorité administrative donnée par le ministère de la Santé, qui ne sont pas inscrits à l'ordre des pharmaciens de Guinée, qui n'est pas diplômé de docteur d'État en pharmacie, ne peuvent pas exercer la profession de pharmacien en République de Guinée. La loi est faite pour être appliquée à tout le monde. C'est pourquoi on dit qu'elle est impartiale. Donc, c'est très bien qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités se rendent compte de leur travail. Il n'est pas facile de travailler si on n'a pas le soutien des autorités. Et depuis pratiquement qu'ils se sont lancés dans cette dynamique, nous pensons qu'il y a un espoir. La chose pour laquelle on luttait depuis des années, et nous pensons que nous allons aboutir. Depuis l'annonce de cette décision, plusieurs organes de régulation du secteur pharmaceutique appuient le ministère de la Santé dans le combat contre les faux médicaments. C'est le cas du syndicat des pharmaciens privés de Guinée. L'organe se veut plus pragmatique. La loi elle est très claire là-dessus. Des médicaments qui sont arrivés hors des circuits normaux sont directement destinés à l'incinération. Au jour d'aujourd'hui, les grossistes qui ont été abrogés et qui continuent d'importer, voilà le sujet principal de nos discussions. Et parce que ces sociétés font du hors-la-loi, ce sont elles qui ravitaillent particulièrement les marchés comme Madina et les 52 marchés, disons, de Conakry et de l'intérieur du pays. Les faux médicaments sont considérés comme un problème de santé publique. Depuis 2019, la Guinée mène une lutte contre la pratique. En dépit de la lutte difficile contre ce fléau, le gouvernement a réussi à baisser le nombre de sociétés grossistes pharmaceutiques de 190 à 10 de nos jours. Et puis le ministre de la Santé était ce lundi face à la presse, entre autres sujets abordés par Mamadou Pete Diallo, le niveau des préparatifs de l'inauguration de l'hôpital Donka, sa future gestion et les avantages de ce modèle de gestion qui dissocie la pratique médicale de la fonction administrative. Ça, Amaratolno nous fait le compte-rendu. Face à la presse, le ministre de la Santé, Dr Mamadou Pete Diallo, explique aux hommes des médias le niveau des préparatifs pour l'inauguration du CHU Donka. Selon le chef de département, 4 services, à savoir l'imagerie médicale,
l'odontostomatologie, le service médicaments, le laboratoire d'analyse biomédicale seront les premiers à ouvrir les portes. Quant aux rumeurs relatives à la perte d'emploi, le ministre rassure encore. Premièrement, l'hôpital national d'Onka est et demeure un bien public. C'est un hôpital public avec un service public. Ce n'est pas un bien privatisé, il ne l'a pas été, il ne sera jamais privatisé, il demeurera dans le portefeuille de l'État comme un hôpital public. Deuxième vérité, c'est un bien commun à nous tous, c'est un patrimoine commun et c'est un symbole de l'indépendance de notre pays. Troisième chose, en tant qu'institution publique, l'hôpital national d'Onka a vocation de service public. Les tarifs resteront des tarifs du service public, donc accessibles à tous les Guinéens. C'est que les Guinéennes et Guinéens qui travaillaient déjà à l'hôpital d'Onka et qui ont été délocalisés au camp Kamayen dans la structure temporaire, aucun de ceux et celles qui travaillent là ne perdra son travail parce qu'on est en train d'ouvrir d'Onka. Pour offrir les soins de qualité à la population, les responsables en charge de la santé projettent dissocier les fonctions médicales de la gestion administrative. La mise en place d'une gestion déléguée, c'est de faire la différence entre le rôle de quelqu'un qui gère l'hôpital, à savoir faire l'hygiène, entretenir les toilettes, gérer la vianderie, la restauration, l'approvisionnement en médicaments, le traitement des déchets médicaux, le groupe électrogène, l'approvisionnement en électricité. Donc toutes ces tâches que vous ne voyez pas, mais qui font fonctionner l'hôpital, de séparer ces activités-là du travail des médecins. Les médecins ne sont pas formés pour s'assurer que les toilettes sont nettoyées ou bien qu'on a détruit les déchets médicaux. Cette nouvelle politique prévoit également la formation continue du personnel soignant. Au bout d'une période qui ne doit pas excéder 5 ans, cette société, dès la première année, elle doit commencer à former les Guinéens qui vont occuper ces fonctions-là. Et cette formation se fera ici, en Guinée, mais elle se fera aussi dans les pays occidentaux, à la charge de la société chargée de ça. Avec une capacité d'accueil de 600 lits, un personnel qualifié et les équipements de pointe, le CHU, donc une fois inauguré, devrait diminuer les évacuations médicales. L'actualité, c'est aussi cette déclaration du tribunal de première instance de Zérékoré par la voix du procureur de la République concernant l'évolution des enquêtes sur le double meurtre survenu dans la commune rurale de Bounouma le mois dernier. Une avancée significative est enregistrée dans le dossier puisque le présumé auteur vient d'être arrêté et conduit au TPI de Zérékoré. Suivez plutôt Maître Sidiki Kamara. Il est au micro de nos confrères basés dans la région. Suite au double assassinat survenu dans la localité de Bounouma au cours de la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur les personnes de M. Raymond Djoumé et M. Fassou Gami et les coups et blessures volontaires administrés sur Mademoiselle Angéline Boami, notre parquet avait ordonné l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé et procéder éventuellement à l'interpellation du présumé auteur des faits qui sont d'une gravité évidente. Depuis cette date, tous les services de sécurité des Zérékoré et de Lola ont mis en place une stratégie de recherche qui, avec la collaboration des citoyens de bonne volonté de Lola, ayant fourni des renseignements précis sur le suspect, a abouti à son interpellation à Lola ce dimanche 17 juillet 2022 aux environs de 17h. Ce matin, il a été présenté à notre parquet. Immédiatement, nous l'avons conduit devant monsieur le juge d'instruction qui était déjà saisi. Celui-ci l'a inculpé et placé sous mandat de dépôt au niveau de la maison centrale. Direction la capitale rwandaise où se tient le congrès africain sur les aires protégées. 2000 participants y prennent part et sont appelés à réfléchir sur une protection et une gestion durable des aires protégées d'Afrique. La délégation guinéenne est conduite par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Mamadou Alpha Baldé est notre envoyé spécial à Kigali. Suivez son reportage. C'est le tout premier congrès africain sur les aires protégées conservées en Afrique. La capitale rwandaise reçoit des ONG et délégations gouvernementales venues du monde entier.
Le continent a perdu 50% de ses aires protégées ces 50 dernières années. Une préoccupation planétaire, l'une des plus riches biodiversités, est en danger. 17% des PIB en Afrique viennent des aires protégées. Un plan d'action, des recommandations fortes nous attendent ici à Kigali. Nous devons tout faire pour que cette première conférence, ce premier congrès au niveau africain soit une réussite. La mobilisation des finances sera un défi. Nous devons essayer de trouver comment nous devons le faire sans pour autant oublier l'implication effective des communautés locales dans tout le processus. Ici à Kigali, les acteurs à tous les niveaux devront échanger sur des propositions concrètes de protection et de renforcement des aires protégées, principal refuge pour l'essentiel des espèces animales et végétales vivant sur le continent. L'Afrique est le meilleur continent pour l'instant en matière de forêt, en matière d'aires protégées, en matière de faune sauvage. Et donc, il est temps pour nous de les conserver. En Guinée, depuis ma prise de fonction, nous sommes engagés à élaborer les PAG, les plans d'aménagement et de gestion. Et ça s'est rendu possible grâce à l'appui technique et financier de l'ICN qui nous a donné un outil qu'on appelle IMET, l'outil d'évaluation pour la gestion efficace des aires protégées. Dans ce combat, le Rwanda est un exemple. Le pays a déjà atteint son objectif de couverture de 30% de son territoire en aires protégées. L'économie du pays repose en grande partie sur des programmes verts, dont le tourisme écologique. C'est dans ce contexte que le Premier ministre rwandais lance le congrès. Nous devons agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire et pas demain. Nous avons déjà atteint beaucoup d'objectifs et nous continuerons de le faire. Le Rwanda reste et demeurera un pays vert. Le tourisme écologique est un des piliers importants de notre économie. Nous devons nous inscrire dans la résilience et la conservation durable. Nous, les décideurs, nous devons prendre des mesures fortes, stratégiques au niveau politique. Pour montrer les efforts du Rwanda, une visite est organisée dans le parc écologique Nyandougou en plein cœur de Kigali. Un exemple d'un développement qui se veut vert, totalement respectueux de l'environnement et garant des générations futures. 9%, c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2022 en Guinée. Pas de surprise donc, tout comme le certificat d'études élémentaires et le brevet d'études de premier cycle, ce faible taux de réussite du baccalauréat vient confirmer le faible niveau de qualité du système éducatif guinéen. Je vous propose de suivre le ministre Guillaume Awing. Il est au micro de notre reporter Mounir Bari. Ces faibles taux de réussite aux examens nationaux session 2022, 17% au CEE, 15% au BEPC, 9% au bac, nous interpellent tous. Ils sont le reflet de la déliquescence à outrance de l'école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée entre tous les acteurs de la communauté éducative. État, enseignants, encadreurs, élèves et parents d'élèves, syndicats de l'éducation, etc. Nul ne doit donc jeter l'anathème sur l'autre. Remettons-nous tous en cause et faisons preuve d'union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l'avenir, car, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est à ce titre que je félicite tous les admis aux différents examens et encourage les non-admis à retrousser les manches et à travailler très dur afin de réussir la session prochaine. Chers élèves, vous êtes nos enfants, vous êtes notre trésor le plus précieux. De la même façon qu'on se garde d'abîmer son trésor, c'est de cette même façon que nous nous gardons de vous trahir. Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement, au nom de la communauté éducative,
son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que le gouvernement de M. Mohamed Beavogui, Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'attention particulière qu'il ne cesse de porter au secteur de l'éducation et de la formation. Qu'il me soit également permis de remercier l'ensemble des enseignantes et enseignants de Guinée qui ont accepté d'appliquer de façon rigoureuse les textes réglementaires encadrant l'organisation des examens nationaux. Une mention spéciale au ministère impliqué dans le processus d'organisation des examens. Enseignement supérieur, enseignement technique, administration du territoire, défense nationale, sécurité, santé, finances et budget. Pour le professionnalisme et l'esprit de bonne collaboration dont ils ont fait preuve. Ces résultats du baccalauréat session 2022 seront rendus publics dans quelques heures et viendront clôturer l'année scolaire 2021-2022. Dans le dossier assainissement de ce soir, les ministres des Finances, du Budget et de la Promotion féminine ont poursuivi le nettoyage des quartiers ce week-end. C'est dans le cadre de l'opération Coup de balai pour rendre propre le Grand Conakry. Mamadi Gassama, Mohamed De Camara. Loin d'être une opération de charme, l'appel du chef de l'État est traduit en actes concrets. En témoigne cette forte mobilisation des cadres du ministère des Finances et celui du Budget. Une seule motivation, débarrasser la commune de Ratoma des tas d'immondices. Les opérations se sont poursuivies jusque tard la nuit. Nous sommes très fiers de notre équipe et nous les félicitons pour le travail qui a été accompli. Il reste maintenant à entamer la sensibilisation citoyenne. Il faut que chaque citoyen joue sa part du jeu, que nous ne jetons pas les ordures partout où on veut, mais qu'on les jette là où ça peut être ramassé. Le samedi et le dimanche sont généralement des journées d'ambiance sur ce tronçon-là. Donc on s'est rassuré que ce samedi, on vient voir, et dimanche, vous venez voir aussi, ramasser les stocks d'ordures qui ont été déposés par les gens qui ont fait le week-end sur le tronçon, pour qu'au démarrage de la semaine du lundi, que les Conacricats trouvent à Ratoma que c'est un quartier propre et que c'est une commune propre. Pas de répit également pour les travailleurs du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. À Tanen et Marché, dans la commune de Matoto, des caniveaux ont été curés. Tant que moi je verrai sur ce tronçon-là quelques seaux, quelques bassines, quelques brouettes de boue, de saleté, je resterai là pour qu'on l'enlève. Mais il faut reconnaître que ce n'est qu'une infime partie du travail que nous sommes en train de faire. Après ces 4 jours de campagne, l'autre défi qui attend les autorités, c'est la gestion rationnelle des ordures dans le Grand Conakry. En attendant de trouver une solution adéquate à cette épineuse question, invite est faite à tous les citoyens de s'inscrire dans la logique du chef de l'État en rendant leur environnement propre. Et puis, face à la grande production journalière des ordures, une nouvelle décharge a été trouvée par le gouvernement pour remplacer celle de la minière devenue très étroite. Le nouveau site de 100 hectares est situé à Kouria, dans la préfecture de Koya. Une mission ministérielle s'est rendue sur place et il est question d'un aménagement immédiat. Amadou Touré. Avec une production journalière estimée à plus de 2000 tonnes d'ordures, la décharge de la minière n'est plus à mesure de contenir des déchets solides quotidiennement produits à Conakry. Pour y remédier, un site de 100 hectares est trouvé par le gouvernement à Kouria, localité de Koya. C'est un site d'environ 100 hectares donc, qui a été choisi avec le service de l'environnement et de l'habitat. Donc on a déjà toutes les documentations. On a le plan de masse, le titre foncier et l'arrêté. Ce site appelé décharge de Baritodé sera bientôt aménagé par le ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec celui de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est une zone qui fait 100 hectares et naturellement il faut des points d'entrée, des points de sortie des camions. Et également il faut des routes de désenclavement entre ici le site et Kouria, ici également et Koya et ici également et Kagbele.
Donc nous sommes venus pour voir comment aménager les routes d'accès. On a vu le site aujourd'hui. Donc ils vont se mettre au travail immédiatement et ils vont nous dire le temps qu'il faudra pour faire les routes de désenclavement. Mais ça va être fait très bientôt. Depuis 2 mois, nous avons conclu un accord de financement avec l'Agence française de développement pour la construction d'un centre d'enfouissement technique des déchets. Et également, les cadres du ministère des Travaux publics sont là aussi pour regarder, pour voir dans quelle mesure les travaux routiers qui doivent être réalisés puissent être entamés très rapidement afin de fermer la décharge de la minière et viabiliser ce site pour accueillir les déchets solides de la ville de Conakry. Ce programme s'inscrit dans les projets d'urgence d'amélioration des conditions de vie et de santé des populations initiés par le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Avant de poursuivre ce journal, nous vous lirons le contenu de ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D 2022-0352 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Directeur national de la jeunesse et des activités socio-éducatives, M. Ibrahima Khalil Kourouma, précédemment directeur national adjoint de la jeunesse et des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse et des Sports. Directeur national adjoint de la jeunesse et des activités socio-éducatives, M. Mohamed Yassine Diallo, juriste, enseignant-chercheur. Directeur national des sports, des activités physiques et des loisirs, Dr Zebela Toba Pivi, spécialiste en éducation physique et des sports, en service au ministère de la Jeunesse et des Sports. Directeur national adjoint des sports, des activités physiques et des loisirs, M. Mamadou Ali Oussori Bari, précédemment PDG, entreprise Talent Management et Promotion France. Directrice nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, Madame Aminata Kouyaté, précédemment directrice nationale au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Directeur national adjoint de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes, M. Youssouf Sarandonzo, précédemment directeur national adjoint au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Directeur général du Fonds national pour l'insertion des jeunes, M. Abdourahmane Baldé, président du Parlement des jeunes de Guinée. Directeur général adjoint du Fonds national pour l'insertion des jeunes, M. Bandjou Kourouma, précédemment gestionnaire comptable. Directeur général à l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, M. Aboubakar Kourouma, précédemment chef de division du secteur social et de l'administration générale à la Direction nationale des investissements publics. Directeur général adjoint à l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, M. Aboubakar Sidiki Kamara, précédemment directeur général adjoint à l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Directeur général de l'Agence nationale du volontariat jeune, M. Mamadou Makabaldé, précédemment directeur général adjoint au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Directeur général adjoint de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, M. Mamoudou Diané, précédemment membre du Bureau stratégique et de développement au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Directeur général du Fonds d'aide au développement du sport, M. Monsou Sissoko, précédemment inspecteur vérificateur à la section contrôle fiscal du Centre des grandes entreprises de la Direction générale des impôts. Directeur général adjoint du Fonds d'aide au développement du sport, Madame Fatoumata Bérété, précédemment DAF au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Directeur général de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, Monsieur Jean-Pierre Kamano, précédemment directeur général adjoint du même service. Directeur général adjoint de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, M. Ibrahima Traoré, précédemment responsable éducateur spécialisé à l'hôpital de Versailles, André Mignotte, France. Directeur général de l'Office national des loisirs, M. Mamadou Baïlo Bari, précédemment fondateur et directeur exécutif de l'ONG Destin en main.
Directrice générale adjointe de l'Office national des loisirs, Madame Djenès Silla, précédemment directrice marketing et commercial chez Joma TV. Directrice générale de l'Observatoire national de la jeunesse et des sports, Madame Mariama Siré Baldé, précédemment directrice générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes. Directeur général adjoint de l'Observatoire national de la jeunesse et des sports, Ali Badara Souma, précédemment chef de division des sports universitaires et scolaires au ministère de la Jeunesse et des Sports. Directrice générale du service national des normes et de suivi des organisations sportives, Madame Aïssatou Cham, précédemment conseillère chargée de mission du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Directeur général adjoint du service national des normes et de suivi des organisations sportives, M. Lunseni Sissé, précédemment directeur services généraux Bel Air Mining. Directeur général du service national des infrastructures et équipements socio-éducatifs et sportifs, M. Mamadi Kourouma, précédemment directeur général du service national des infrastructures et équipements culturels et sportifs au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Directrice générale adjointe du service national des infrastructures et équipements socio-éducatifs et sportifs, Madame Fatoumata Goulou Diallo, précédemment directrice générale adjointe du service national des infrastructures et équipements culturels et sportifs. Directeur général de service de la médecine du sport, M. Mermoz Manimou, précédemment directeur général de la médecine sportive au Centre national de la médecine du sport. Directeur général adjoint du service de la médecine du sport, Dr Lansana Konaté, précédemment chef service médecine générale à l'hôpital régional de Kankan. Directeur général du complexe sportif du 28 septembre, M. Lafi Nabé, précédemment directeur général adjoint du complexe sportif du 28 septembre. Directeur général adjoint du complexe sportif du 28 septembre, M. Alia Silla, précédemment SAF du stade du 28 septembre, ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Directeur général adjoint du stade général Lansana Conté de Nongo, M. Moudita Babari, précédemment contrôleur de qualité chez Unilever à Bruxelles, Belgique. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Mohamed Touré, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement BSD du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Directeur général de service d'inspection de la jeunesse et des sports, M. Karifa Samoura, précédemment inspecteur général au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Directeur général adjoint de service d'inspection de la jeunesse et des sports, M. Adi Lenou, précédemment inspecteur général adjoint du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 18 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-0353 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs préfectoraux et communaux de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions de directeur préfectoral et communal de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Direction préfectorale de Bokeh. Directeur préfectoral, M. Yonan Doré, ingénieur, matricule 2235-85F, précédemment en service à la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. Direction préfectorale de Bofa, directrice préfectorale, directeur préfectoral donc, M. Amadou Moustapha Bari, ingénieur topographe, matricule 250318A, précédemment en service à la Direction nationale des domaines et cadastres. Direction préfectorale de Fria, directeur préfectoral Sayon Ousmane Souare, juriste, matricule 238666S, précédemment directeur préfectoral de Kérouané.
Direction préfectorale de Gawal. Directeur préfectoral, M. Ousmane Yamberen Diallo, ingénieur aménagiste, matricule 2506 47P, précédemment en service à la direction préfectorale de Koya. Direction préfectorale de Koundara. Directeur préfectoral, M. Mamadou Moussa Bari, ingénieur génie civil, matricule 255532C, précédemment en service à la direction préfectorale de Koya. Direction préfectorale de Farana. Directeur préfectoral, M. Fodé Kamara, ingénieur génie rural. Direction préfectorale de Kissidougou. Directeur préfectoral, M. Moussa Boss Kamara, ingénieur aménagiste, matricule 22 29 85P, précédemment conservateur adjoint Kankan. Direction préfectorale de Dabola, directeur préfectoral, M. Moussa Kondé, ingénieur topographe, matricule 2095-68Y, précédemment en service à la dite préfecture. Direction préfectorale de Dinguiraï, directeur préfectoral, M. Noumouké Traoré, matricule 1764-75Z, précédemment directeur préfectoral de Labé. Direction préfectorale de Kankan. Directeur préfectoral, M. Abdoulaye Diakité, matricule 2095-01P, précédemment chef de section des domaines et cadastres à la direction préfectorale de l'habitat de Dalaba. Direction préfectorale de Sigiri, directeur préfectoral, M. Sekou Oumar Magasuba, matricule 260855S, précédemment chef de section des domaines et cadastres de Sigiri. Direction préfectorale de Kouroussa, directeur préfectoral, M. Yaya Kamara, ingénieur, précédemment directeur préfectoral de l'habitat de Sigiri. Direction préfectorale de Kérouane, directeur préfectoral, M. Aboubakar Kourouma, ingénieur aménagiste, matricule 297005W, précédemment en service au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Direction préfectorale de Mandiana, directeur préfectoral, M. Nyankoui Sagno, ingénieur, aménagiste, matricule 190353Y, précédemment directeur préfectoral par intérim de Kindia. Direction préfectorale de Kindia, directeur préfectoral, M. Ibrahima Dramé Bari, ingénieur, matricule 1871-11F, en service au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Direction préfectorale de Koya. Directeur préfectoral, M. Ousmane Lansari Silla, matricule 254517T, précédemment directeur préfectoral par intérim de Koya. Direction préfectorale de Dubreka, directeur préfectoral, M. Seydou Bangoura, matricule 1872-84R, ingénieur aménagiste, précédemment directeur communal de l'habitat de Ratoma. Direction préfectorale de Forécaria, directeur préfectoral, M. Moussa Kondé, ingénieur topographe, matricule 221060K. Précédemment chef de section urbanisme et infrastructure urbaine de la dite direction. Direction préfectorale de Télimélé, directeur préfectoral, M. Koliswa Bilimou, ingénieur, matricule 223583V, précédemment en service à la dite direction. Direction préfectorale de l'Abbé, directeur préfectoral, Cheikh Amadou Tidjane Mané, ingénieur en construction civile. Direction préfectorale de Koubia, directeur préfectoral, M. Ibrahima Sori Maki Diallo, ingénieur génie civil, précédemment chargé d'études au Bureau africain d'ingénierie et de conseil BAIC. Direction préfectorale de l'Elouma, directeur préfectoral, M. Gopounan Bamou, ingénieur aménagiste, matricule 250633Y, précédemment en service à la direction préfectorale de l'habitat de Zérékoré. Direction préfectorale de Mali, directeur préfectoral, M. Amadou Risso, ingénieur aménagiste, matricule 2506-68N, précédemment en service à la dite direction. Direction préfectorale de Tougué, directeur préfectoral, M. Sawanda Tolno, précédemment directeur préfectoral par intérim de Beila.
Direction préfectorale de Mamou, directeur préfectoral. Tcherno Mamoudou Diallo, ingénieur topographe, matricule 264983G, précédemment en service à la Direction nationale des domaines et du cadastre. Direction préfectorale de Dalaba, directrice préfectorale. Madame Dalandaba, ingénieure, matricule 168689E, précédemment directrice préfectorale de l'habitat de Fria. Direction préfectorale de Pita, directeur préfectoral, M. Mamadou Bayloba, ingénieur génie civil. Direction préfectorale de Zérékoré, directeur préfectoral, M. Moriba Djoubate, ingénieur aménagiste, matricule 283430W, précédemment directeur préfectoral de l'habitat de Bofa. Direction préfectorale de Macenta, directeur préfectoral Mamadi Djoubate, ingénieur génie rural, hiérarchie A2, matricule 312128T, en service au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Direction préfectorale de Yomou, directeur préfectoral M. Kader Kourouma, matricule 209529P, précédemment directeur préfectoral de l'habitat par intérim de Kissidougou. Direction préfectorale de Lola, directeur préfectoral M. Wassiou Fili Lanepekun, ingénieur aménagiste, matricule 209582S, précédemment en service à la direction préfectorale de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Lola. Direction préfectorale de Gekedou, directeur préfectoral M. Mané Cheikh Amadou Tidiane, ingénieur en construction civile. Direction préfectorale de Beila, directeur préfectoral M. Famara Farah, précédemment en service au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Direction communale de Dixine, directrice communale Madame Mariam Keta, juriste, matricule 314607J. Direction communale de Kaloum, directeur communal M. Ousmane Cherna Yatara, ingénieur, matricule 255085X, précédemment en service au cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Direction communale de Matam, directeur communal M. Sekou Mohamed Kanté, ingénieur bâtiment, matricule 2846P, précédemment directeur communal par intérim. Direction communale de Matoto, directeur communal M. Mfali Diané, ingénieur génie civil, matricule 299505D, précédemment chef de département études et planification à l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Direction communale de Ratoma, M. Mohamed Alareni Keta, ingénieur topographe, précédemment en service. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 18 juillet 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. On poursuit ce journal, le respect du code de la route pour plus de sécurité dans la circulation routière. Le syndicat des transporteurs y travaille en cette période de grande pluie. Des mesures draconiennes sont prises pour prévenir les accidents. Abakar Junior Camara. Les grandes pluies réduisent la visibilité, masquent les nids de poules et conduisent d'énormes déchets sous la chaussée. La conduite des engins roulants en cette période de grande pluie doit forcément obéir aux normes et principes de la sécurité routière. Ici, à la gare routière de Madina, plus de 50 véhicules sortent tous les jours pour l'intérieur du pays. Les responsables syndicaux sensibilisent ces conducteurs sur les conséquences des accidents de la circulation. Tous les véhicules qui bougent, s'il y a le pluie, on va dire attends d'abord. Si le pluie cesse un peu, vous bougez. Vous faites attention, parce que je suis là jusqu'à 23 ans encore, je ne bougerai pas. Tout ça là pour conseiller les chauffeurs, pour qu'ils marchent doucement sur la route là. Si tu marches doucement, tu vas t'en sortir, mais si tu files beaucoup, tu ne peux pas t'en sortir. On va remercier Monsieur le Président de la République de Guinée, colonel Mamadi Doumbouya, ce qu'il est en train de faire pour les transporteurs à l'heure actuelle. L'état de la route actuellement là c'est bon. Les conducteurs sont aussi conscients des dégâts
que cette pluie pourrait causer sur la visibilité de la circulation. Eux-mêmes conseillent leurs amis à réduire les vitesses afin de prévenir des accidents de la route. Avec cette pluie, il y a les trous qui sont bouchés, il y a de l'eau sur la route et en plus d'être sûr que les phares marchent très bien, de regarder très bien de gauche à droite avec les mototaxis qui bougent un peu partout et d'être très très prudent parce que c'est pas facile de conduire sous cette pluie à Conakry. Pour éviter des accidents de la circulation, chaque conducteur doit jouer sa partition dans le respect strict du code de la route, surtout en ces moments de grande pluie. Un nouveau bus pour les travailleurs de la RTG, c'est un don des autorités de la transition pour améliorer la mobilité des travailleurs qui sont confrontés à beaucoup de difficultés dans la couverture médiatique des événements à cause du parc automobile plus que vieillissant. Alphaïsia Gaba. Il était attendu, il est enfin là. Les autorités de la transition donnent des sourires aux travailleurs de la RTG. Un bus de 29 places est mis à la disposition de ce média d'État pour le transport du personnel. Aujourd'hui, avec son appui fondamental, le président a mis à la disposition du ministère de l'Information et de la Communication ce bus qui désormais permettra de transférer les travailleurs qui travaillent dans des conditions pas toujours évidentes, qui sont sur des horaires de travail aussi pas faciles, des horaires quand même qui invitent à la réflexion. Ce moyen de locomotion pour la RTG vient à point nommé, avec un parc automobile vieillissant. Plusieurs pick-up et autres moyens de transport sont déjà immobilisés. Ce bus vient donc améliorer la mobilité des travailleurs de la RTG. Aujourd'hui, avec ces bus, d'aucuns diront c'est un bus. D'aucuns diront c'est un bus. Pourquoi toute la RTG célèbre, n'est-ce pas, ce don? Il n'est pas aussi un. Tout part par un. Et nous pensons que ce bus, surtout à un moment où nos travailleurs, nous avons reçu des plaintes, surtout en cette saison hivernale, après, n'est-ce pas, les différentes tranches. Merci à vous, madame, et à monsieur le président de la République. D'autres grands défis pour le département de l'information et de la communication. Il s'agit entre autres de l'octroi de nouveaux pick-up de reportage, la régularisation de la situation des stagiaires de la RTG, la relance de la RTG Boulbiné, la première chaîne publique du pays. Sur un tout autre plan, autonomisation des femmes, 33 groupements de femmes de la région de l'Abbé reçoivent plus d'1 milliard, un fonds non remboursable octroyé par le chef de l'État pour leur permettre d'accroître leur rendement et assurer leur autonomisation économique. Saravdine Diallo, Abdoulaye Ningilande Diallo. 1,650 milliard de francs guinéens, c'est le montant offert par le président de la transition. Un montant destiné au groupement socio-professionnel de femmes de la région administrative de l'Abbé. Une action humanitaire qui vise à soutenir la couche féminine dans son autonomisation. Cet argent n'est pas donné à ces femmes pour qu'elles aillent payer des bassins pour porter, mais c'est pour leur autonomisation, pour qu'elles quittent dans la souffrance et qu'elles puissent approcher certaines femmes pour les accompagner dans le cadre de la mise en œuvre. Parce que quand les femmes sont autonomes, elles sont libres et il pourra y avoir le dialogue et avoir une bonne gestion. Pour cette opération, 33 structures de la région ont été sélectionnées. Chacune d'elles a bénéficié d'un montant de 50 millions de francs guinéens, ce qui est pour les bénéficiaires une aubaine pour contribuer à la lutte contre la pauvreté. Nous sommes très contentes, les femmes de la Moyenne Guinée en général. Donc, nous remercions au fond de notre cœur le président colonel Mamadi Doumbouya pour l'attention qu'il a bien voulu prêter à nous les femmes laborieuses, qu'il en soit vivement remercié. Nous le promettons d'utiliser ces fonds alloués à bon escient. Nos ambitions sont vraiment très nombreuses et nous avons des activités. Nous faisons la couture et nous faisons aussi la teinture et la saponification. Et comme nous avons reçu ce fonds, nous allons redoubler d'efforts pour faire une extension. Avec ce geste du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, ces femmes entrepreneurs de la région de l'Abbé vont désormais améliorer leur capacité de production
promouvoir la couche féminine et contribuer à la création d'emplois. Un registre social unifié, c'est l'objectif visé par la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence qui poursuit sa tournée de sensibilisation en région forestière. Des rencontres sont organisées entre les techniciens du projet et les représentants des communautés, notamment à Macenta. Les échanges ont porté sur les solutions à apporter pour éradiquer l'extrême pauvreté en Guinée. Lansika Missoko, Mohamed Lamine Diallo. Doter la Guinée d'un registre social unifié devant permettre une meilleure redistribution des richesses du pays, c'est le but recherché par le Fonds de développement social et de l'indigence. Pour ce faire, une vaste opération de ciblage des ménages vulnérables sera bientôt lancée sur toute l'étendue du territoire national. Il faut d'abord identifier, enregistrer, ensuite suivre les bénéficiaires potentiels d'aide en République de Guinée. Puisque, comme dirait quelqu'un, on ne peut pas lutter contre la pauvreté sans d'abord comprendre qui est pauvre, qui ne l'est pas, où ils sont, où sont-ils. Donc je pense que cette démarche elle est très importante et ça continue. Les populations adhèrent et très bientôt la Guinée sera dotée d'un registre social unifié. La réussite de la mission dépend nécessairement de la conjugaison des efforts de tous les acteurs. D'où cette rencontre avec les représentants des communautés à la base, ici à Macenta. Mesdames et messieurs, votre implication personnelle constitue une condition impérieuse pour l'aboutissement de ce projet. La diffusion des messages dans les langues vernaculaires de la région permet d'optimiser la communication locale pour que chaque citoyen reçoive ce message partout où il se trouve. Et nous enseigner comment nous allons travailler dans nos différentes collectivités. Il faut que tous les maires soient à la hauteur de toutes les explications qui seront données. Dans la région administrative de Zérékouré, près de 200 000 ménages vulnérables sont ciblés par ces opérations de lutte contre la pauvreté engagées par le gouvernement de la transition. Et on enchaîne avec ce reportage sur la renaissance du Kania Soli, l'une des danses traditionnelles les plus populaires de la Guinée à l'époque. Elle nous vient de la Basse-Côte avec un style particulier, une danse rythmée qui se fait en ronde entre des camarades d'âge qui montrent leurs muscles. Sa pratique s'est faite rare ces dernières années, mais les fils ressortissants de Kania se sont donnés pour objectif de ressusciter cette danse devenue patrimoine national. Yaya Silla. Kindia Soli ou la fête au clair de lune dans le Kania. Comme partout en Guinée, les villages et villes ont une période réservée à la résistance populaire. Période au cours de laquelle les jeunes, femmes et hommes, les adultes se côtoient dans une ferveur de gaieté et de joie. C'est là où naissent souvent les inspirations en termes de folklore tirées des us et coutumes des populations locales. En Basse-Guinée, les danses Djankadi, Soli et Mané sont des expressions folkloriques très répandues, surtout dans les agglomérations de Kindia ou encore appelée Kania. Kindia, c'est la préfecture ou la ville des agrumes, mais Kindia, c'est aussi la ville de Soli. C'est ici où le Soli est né et les jeunes de cette association avec nous, nous voulons perpétuer cette tradition à l'image de la Mamaya à Kankan pour que désormais, à chaque fête de Tabaski, que les Kindiaka, qu'ils soient de l'intérieur comme de l'extérieur, puissent être à Kindia pour fêter cet événement et pour mobiliser l'ensemble des Kindiaka pour le développement de notre préfecture, notre ville. Nous sommes à la place publique de Kindia pour la 3e édition de Kindia Soli. Elle est organisée par une association afin de perpétuer le folklore local et faire la promotion des valeurs sociales de la cité de Mangatindi Kamara. L'objectif de cet événement, c'est réunir les filles et fils de Kindia, développer la ville de Kindia
l'association des Canadiens, nous avons décidé de donner la force à cette danse traditionnelle. 3 jours de fête ponctués par des rencontres de réjouissance avec la démonstration de la danse ancestrale, le Soli. Une rencontre qui a permis à l'ensemble des ressortissants de Kindia de renouer avec le sentiment de lien de fraternité entre les uns et les autres. Voilà qui met fin à ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.